Donc, dans le troisième point, les contenus globaux de formation, donc c'est vraiment des recommandations qui ont été faites et qui sont pertinentes en lien avec justement la formation des jeunes. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont vraiment recueilli les commentaires des enseignants, entre autres au Québec, et ils en sont arrivés à certaines conclusions. La première conclusion que j'ai trouvée intéressante, c'est en lien avec les savoirs essentiels, donc l'importance de ne pas les négliger, de s'assurer que dans chacune des matières rendu à X niveau, les acquis sont faits pour passer à la prochaine étape, ce qui est vraiment, je trouve, intéressant. Pourquoi? Ben parce qu'on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Les élèves ne doublent plus vraiment au secondaire ou très rarement. Quand ils ont un échec, par exemple, ou qu'ils n'ont pas les acquis en français, en maths, ils font des cours d'été et on entend beaucoup le commentaire sur le fait que les cours d'été, ben, en 3 semaines, c'est impossible de rattraper le retard et de faire en sorte que les élèves aient les acquis nécessaires. Je prends par exemple le français. Français écrit, entre autres, c'est une compétence qui se développe à long terme. Donc, si un jeune, en 3 semaines, finit par passer son cours d'été et passe au prochain niveau, ce qu'on entend beaucoup, c'est que ben, ça se peut qu'il n'ait même pas les acquis, mais il continue son, son, son développement scolaire. Donc, cette recommandation-là des savoirs essentiels, je trouve qu'elle est encore vraiment d'actualité aussi aujourd'hui dans les écoles. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit que ces savoirs essentiels-là on doit s'en assurer dans toutes les matières. Par exemple, ben, en sciences, on doit s'assurer aussi qu'il y a des acquis, un certain nombre d'acquis en français ou dans la langue. L'enjeu avec ça, et j'en parlerai plus loin là, dans le volet sur l'évaluation des apprentissages, l'enjeu ici, c'est ce qu'on entend souvent, c'est ben, est-ce qu'on enlève des points en français dans un rapport de sciences quand notre objectif est d'évaluer une compétence très, très, très précise. Donc, il y a plusieurs écoles qui décident de ne pas le faire parce qu'ils disent, ben, si un élève a 65, qu'on lui enlève, ou 64, qu'on lui enlève 5 points parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs, il est à 59. Pourtant, il passait la compétence qu'on évaluait, mais la langue le fait couler, donc on ne porte pas un regard qui est juste. Bref, c'est une réflexion qui sont. Ensuite, on parle dans ce volet-là bon, des différents contenus, des savoirs essentiels, on les développe dans chacune des matières, mais on parle aussi des compétences transversales, justement en ce qui concerne la langue, la socialisation, entre autres. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je faisais le parallèle avec les recommandations qui sont faites sur les compétences transversales qu'on devrait évaluer, et je réalise à quel point elles ont énormément évolué. Par exemple, dans mon école, les compétences transversales, ben, dans l'école où je travaille comme enseignant présentement, pas à Notre-Dame-de-Lourdes où je m'en vais comme directeur, les compétences transversales qu'on nous demande d'évaluer, et ça dans plusieurs matières, c'est l'organisation, le jugement critique et la communication, donc communiquer oralement. Donc, on est ailleurs, là, on ne parle pas, par exemple, de la socialisation, qui est une compétence transversale qui est recommandée dans le rapport Réaffirmer l'école. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé le quatrième chapitre parce qu'on parle des disciplines retenues et leur distribution dans la grille horaire là, et je vois énormément de changements qui ont été apportés dans les années 90-2000 où on a suivi les recommandations du rapport Réaffirmer l'école. Ceci étant dit, je vois qu'avec le temps, de plus en plus, on s'éloigne de certaines de ces recommandations-là, donc je trouve important de le commenter. D'abord, l'objectif de revoir les disciplines retenues, c'est parce que selon les enseignants, il y avait du chevauchement ou de la duplication dans certains cours, dans certaines matières. Donc, on propose entre autres là, de réduire ou d'éliminer le cours d'FPS, d'écologie, économie familiale, technologie, la bio, choix de carrière, etc. pour essayer de les imbriquer dans certains cours ou autres. Aussi, on parle d'un plan individuel de formation, et ça m'a beaucoup surpris. Plan individuel de formation en première secondaire, où on demande aux élèves d'établir un peu leur objectif, ce qu'ils souhaitent, etc. Ce que je remarque, c'est vraiment que cette recommandation-là n'a pas été appliquée, si ce n'est que dans certains départements, dans certaines écoles où quelques enseignants décident de faire des portfolios, c'est de garder des traces en première secondaire pour les remettre en cinquième secondaire pour que l'élève puisse prendre conscience de sa progression. Ceci étant dit, on ne parle pas nécessairement d'amener l'élève à réfléchir à son futur métier. Ceci étant dit, dans les dernières années, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est l'arrivée des COSP. Donc, justement, dans le but de faire davantage d'exploration professionnelle, ce qui était une recommandation dans le rapport Réaffirmer l'école, de faire une exploration professionnelle en quatrième et cinquième secondaire, ben, les COSP, on l'amène un peu sur tous les niveaux. Donc, on amène l'élève à apprendre à se connaître, à apprendre à analyser qui il est, à développer ses intérêts, etc., mais aussi à prendre position sur ce qui l'intéresserait davantage, comme peut-être un futur métier ou autre. Euh, on,
dit dans le rapport aussi qu'on souhaite développer la connaissance du marché du travail dans chaque cours, entre autres avec la visite d'entreprise, des ateliers, etc., etc. Et ça, on peut le voir un petit peu plus dans le choix du cégep, moins dans le choix du métier, mais avec les conseillers en orientation dans les écoles qui sont très, très présents, on peut concevoir qu'il y a des recommandations, si ce n'est pas tel quel, ben, qui ont été quand même retenues. On propose aussi dans ce chapitre-là des modifications en lien avec le domaine des langues. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que l'enjeu de la langue chez tous les enseignants, peu importe la matière, est encore, je le disais tantôt, d'actualité. Donc, ce qu'on propose, c'est plus de français. Donc, entre autres, en augmentant le nombre de périodes par cycle au premier cycle du secondaire. Donc, de passer de 6 à 8 périodes. Ce qui est intéressant, c'est que dans le début des années 2000, là, même 2005, 2008, 2009, 2010, même dans le début des années 2010, on voyait qu'au premier cycle, dans la très grande majorité des écoles, il y avait 8 périodes de français par cycle de 9 jours, là, pour celles qui respectent le cycle de 9 jours, et 7 parfois au deuxième cycle. Ceci étant dit, de plus en plus, on diminue, surtout dans les écoles privées, le nombre de périodes de français. Pourquoi? Ben parce qu'étant des entreprises, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut offrir davantage d'options et de choix aux jeunes pour les attirer, en augmentant, par exemple, l'offre de profil, en augmentant l'offre de, justement, PEI ou PEI enrichi ou autre, ce qui fait en sorte qu'il faut aller grappiller dans certaines périodes. Et dans certaines écoles, comme le Collège Saint-Hilaire où j'étais, on est passé de 8 périodes à 7 périodes cycle au premier cycle en français et de 7 à 6 au deuxième cycle. Donc, c'est comme s'il y avait un retour du balancier, du moins dans les écoles privées, sur le nombre de périodes par rapport aux recommandations qui étaient faites dans ce, dans ce rapport-là. La langue seconde, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on demande l'enseignement plus tôt, donc dès le primaire. Ensuite, des modifications en sciences techno, en univers social, dans le domaine des arts, développement personnel aussi. Et finalement, les grilles d'horaire étaient revues. Donc, le comparatif est aussi intéressant à faire à ce chapitre-là. Donc, le cinquième point, l'établissement des programmes d'études. Euh, on établit dans ce chapitre-là la situation actuelle et les changements qu'on devrait y apporter. Ce que j'ai retenu, moi, que je trouve vraiment pertinent, c'est l'importance de l'implication des enseignants et des parents dans l'élaboration des programmes. Premièrement, parce que je savais pas qu'on demandait le soutien, les conseils, les commentaires des parents dans l'élaboration de tel programme. Mais je pensais encore moins qu'on demandait leur collaboration dans la mise en œuvre de ce programme-là. Donc, je me demande, la question que je me suis posée, en fait, c'est jusqu'à quelle hauteur, et réponse à laquelle je n'ai pas tenu de réponse, justement, c'est jusqu'à quelle hauteur on implique les parents. Est-ce que c'est seulement de la cueillette de commentaires, de données ou autre? Ce à quoi j'ai réfléchi aussi, c'est que on en parle encore de la refonte ou des changements apportés quant au programme d'études. J'entends souvent, moi, au quotidien, là, les enseignants de français, entre autres, mentionner que le programme n'est pas à jour encore. On entend aussi souvent que les programmes sont très, très, très chargés, ce qui fait en sorte qu'on peut pas nécessairement tout appliquer ou on doit faire des choix, puis parfois c'est plutôt difficile. Ce que j'ai aimé, par contre, dans les dernières années, entre autres avec la COVID, c'est que le gouvernement a été tenu de nous mettre devant les faits accomplis, c'est-à-dire qu'on nous a présenté les savoirs essentiels. Donc, ça a pu nous aider, les enseignants, à établir nos priorités et à regarder ce qu'on devait davantage travailler avec nos élèves. Mais bref, pour moi, l'élaboration des programmes, c'est quelque chose qui devrait être fait souvent. Si la dernière fois que ça a été fait, la dernière modification, c'est dans les années 90, bon, 97 en l'occurrence, pour les commentaires dans Réaffirmer l'école, là, ce rapport-là, je trouve que ça devrait être fait beaucoup plus souvent parce que, d'ailleurs, dans l'autre chapitre, on nous disait que les programmes doivent évoluer aussi, être adaptés et être plus modernes à la société dans laquelle on évolue. Ben, je pense que de le faire sur une base beaucoup plus régulière et de revoir les contenus des programmes d'études dans les langues, entre autres, parce que c'est ma spécialité, ça serait très, très, très pertinent. Donc, le prochain volet, pour moi, qui est de loin le plus pertinent ou le plus intéressant en ce qui me concerne, parce que je trouve que c'est un des plus gros enjeux encore aujourd'hui en 2024, c'est le chapitre 6 du rapport du groupe de travail sur la réforme du curriculum, qui est l'évaluation des apprentissages et de la sanction. D'abord, quand on parle d'évaluation, ce qui est recommandé, c'est de mettre l'accent sur le bilan des apprentissages à la fin de chaque cycle. Je trouve ça hyper pertinent, j'adore l'idée. Je ne sais pas si c'est fait aujourd'hui ou si les examens ministériels, par exemple l'examen de français en deuxième secondaire, celui
ou ceux d'histoire, mathématiques, sciences en quatrième, celui de français, anglais en cinquième. Si c'est vraiment, si c'est ça l'objectif. Ceci étant dit, je trouve que ça serait très, très, très pertinent, au lieu de le faire à chaque année, ben, on peut le faire à chaque année, mais aussi qu'il y ait un bilan des 2 premières années du premier cycle du secondaire pour qu'on ait une idée, autant les enseignants que les parents ou les élèves, où ils en sont dans les acquis ou pas. Donc, je trouve qu'il y a un bilan qui pourrait être fait qui serait pertinent. Cette idée-là est bonne, mais bon, j'ai pas l'impression que c'est un commentaire qui a été gardé parce que j'ai pas l'impression que ce bilan-là est fait et encore moins qu'il est partagé à l'ensemble de la communauté éducative. La deuxième chose qu'on dit par rapport à l'évaluation, c'est d'encourager énormément l'évaluation formative. Visiblement, c'est quelque chose qui est resté parce que si on fait juste regarder dans notre entourage ou dans nos classes ou partout, ben, on voit vraiment que c'est le cas. Idem pour l'évaluation ouverte, donc pas de choix de réponse nécessairement, des réponses plus ouvertes dans le but d'intégrer davantage les savoirs. Dans mon quotidien, encore une fois, ou du moins dans les matières avec lesquelles je suis un peu plus à l'aise ou que j'ai déjà enseigné, je vois que c'est quelque chose qui est vraiment resté. Ce qui est particulier, par exemple, c'est que cette recommandation-là était faite par ce groupe de travail. Mais quand on regarde les examens ministériels, entre autres en mathématiques ou entre autres en histoire, il y a encore une grosse partie qui est laissée au choix de réponse. Donc, j'ai trouvé ça un peu ironique que ce soit une recommandation dans le but justement d'intégrer davantage les savoirs, mais que encore aujourd'hui en 2024, ce ne soit pas nécessairement tenu en compte. La quatrième recommandation, c'était de tenir un jugement sur la langue écrite dans toutes les matières et que des points puissent être retirés si jamais ce n'était pas respecté. C'est un énorme débat. Pourquoi? Parce que dans chaque matière, on veut évaluer des compétences données. Donc, si on en vient, par exemple, à un élève qui a de la difficulté en sciences, qui a bûché toute l'année, qui finit par passer sa dernière évaluation à 65, mais parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs de français, tombe à 55, est-ce qu'on évalue vraiment la compétence en sciences ou il coule, puis pourtant il passait la compétence en question? Pour des élèves, ça peut être excessivement difficile d'avoir du multitâche comme ça, surtout à des niveaux peut-être plus bas, là, en première, deuxième, troisième, secondaire, entre autres en ce qui me concerne. Ceci étant dit, si on n'apprend pas aux jeunes à réinvestir les apprentissages qu'ils font dans une langue, dans d'autres matières, et que le seul contexte où ils doivent faire attention à la langue écrite, c'est le français, ben, on envoie un message contradictoire. Donc, je vous dirais que c'est le discours que j'entends, et autant chez les directions que chez mes collègues enseignants. Donc, il y a cette idée d'ambivalence-là par rapport à ça, parce qu'on évalue des compétences, mais en même temps, on veut qu'ils réinvestissent le français un peu partout. L'autre, c'est l'idée du 4 bulletins. Donc, ça m'a vraiment fait sourire parce qu'on parle de 4 bulletins. En 4 bulletins, là, évidemment, un des enjeux principaux dans les écoles, c'est le manque de temps des enseignants. Et à 4 bulletins, on passe notre temps à évaluer. Est-ce qu'on favorise vraiment des apprentissages? Donc, c'est particulier parce qu'on veut mettre l'accent sur les apprentissages au point A en disant qu'on met l'accent sur le bilan des apprentissages, etc., etc. Et d'un autre côté, on dit qu'on veut 4 bulletins. Donc, les enseignants sont tout le temps pressés et ont moins le temps d'installer, justement, d'évaluer de façon formative, etc. Donc, pour moi, cette recommandation-là est vraiment contradictoire avec, entre autres, la B aussi, où on veut évaluer de façon formative. Évidemment, c'est pas si évident parce que si on passe aux connaissances, on enseigne ça, on réinvestit un petit peu, et là, on évalue, on est rendu au bulletin. Parfois, dans des matières où il y a 2 ou 3 compétences, c'est impossible d'y arriver. La preuve, c'est que depuis la fin de la COVID, encore aujourd'hui dans les écoles, on parle de l'idée de ne plus avoir 3 bulletins, mais d'en avoir 2. Ça permettrait d'évaluer, de prendre notre temps davantage, mais d'évaluer, de miser sur les apprentissages et d'être moins toujours en processus d'évaluation. Et ça permettrait aux élèves de moins être en surcharge cognitive en fin d'étape. Donc, cette idée-là de 4 bulletins, j'ai eu de la difficulté à la comprendre, même en lisant le rapport là, dans ce 6e chapitre-là. Maintenant, après,